Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission autour de l'actualité que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter sur El Mourabitoun. Je rappelle que ce programme est un concept initié par la rédaction du journal télévisé afin de discuter pendant près d'une demi-heure sur un sujet d'actualité politique, économique, socioculturelle, culturelle et même sportive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un homme politique qui fait parler récemment de lui par ses positions franches. Il est professeur en informatique et intelligence artificielle. Président aussi du parti Mauritanie en avant, qui vient récemment d'être reconnu officiellement. Bonsoir, Monsieur Nourdine Mohamedoum, président. Merci d'être parmi nous sur El Mourabitoun. Bonsoir et merci beaucoup pour votre invitation. Alors, le plaisir est également pour nous, Monsieur Nourdine. Alors, avant de parler de votre parti et des chapelles politiques, j'aimerais en fait que vous nous retracez un peu votre parcours et ce qui vous a conduit également à la vie politique. Merci beaucoup. Bismillah wa salatu salam ala sayyidina rasulillah ala alihi wa sahbihi. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation sur El Mourabitoun. Je vous félicite pour l'émission. Alors, mon parcours en résumé, c'est que je suis né à Nouakchott et j'ai fait toutes mes études jusqu'au baccalauréat entre Nouakchott et Nouadhibou, étant jeune. Puis j'ai obtenu mon bac en 1998, après où je suis parti, à partir duquel je suis parti faire toutes mes études supérieures en France jusqu'au doctorat, où j'ai enseigné après à l'université. Vers la fin de ma formation en France, ça a coïncidé avec la tentative de coup d'État de 2003 en Mauritanie, où il y avait un bouleversement quand même, ce qui a fait naître chez moi et certains de mes amis en France, certains de mes camarades mauritaniens, on était expatriés pour les études et pour le travail, pour certains d'entre nous. Ça nous a conduit à nous intéresser davantage à la scène politique en Mauritanie et ce qui se passe dans notre pays, à l'actualité mauritanienne au quotidien, avant d'y retourner. Et ce qui nous a poussé donc à la suivre, c'était les débuts d'Internet, il fallait pouvoir voir ce qui se passe dans le pays au quotidien. Ça nous a attachés davantage, nous a conduit à mener des actions politiques même de l'étranger, se positionner contre un événement politique, être de l'opposition, appuyer certaines décisions. Et donc, pour répondre à votre question, c'est ce qui m'a poussé à s'intéresser aux affaires publiques, à la politique notamment, depuis l'époque. Donc il faut dire que chaque année ou deux, on rentre en Mauritanie, donc on rencontre des partis politiques, des activistes de la diaspora mauritanienne à l'étranger, mais aussi localement ici à Nouakchott. Donc ça a fait naître chez moi une fibre qui était déjà peut-être innée pour certains, une fibre de s'intéresser, de dire finalement le pays n'est pas assez développé, c'est un pays qui est fatigué entre guillemets comme on dit, il a besoin d'un sursaut national, notamment de la jeunesse. La jeunesse ne peut pas continuer à faire une abstraction totale de son avenir, à laisser la politique aux mains de certaines personnes qui ne sont pas toujours ni qualifiées, ni de confiance pour gérer les affaires publiques. Donc voilà, mon attachement à la politique est venu de ça. Par la suite, pour terminer la réponse, par la suite, on a participé à quelques événements politiques, on a participé à quelques collectivités politiques à l'étranger ici pour aboutir au projet En avant la Mauritanie qui est devenu, dont le bras politique est devenu le Parti Mauritanien En avant, qui a demandé son agrément depuis 2017, qui est construit sur un noyau d'idées constructistes selon nous, dans tous les domaines qui constituent les piliers de l'État, aboutissant à la reconnaissance enfin en août dernier, vers la mi-août dernier, la reconnaissance officielle du Parti Mauritanien En avant. D'accord, on aura même l'occasion de venir sur votre Parti Mauritanien En avant et tout. Mais professeur, vous êtes professeur en informatique et intelligence artificielle, un domaine qu'on connaît qui est très exigeant. Comment conciliez-vous en fait cette carrière avec en tout cas votre engagement politique? Alors, il faut savoir que la majorité des politiques qu'on a connus dans le monde n'ont jamais, la majorité d'entre eux ne sont pas sans métier. Non. On a toujours un métier. Donc, j'ai fini mes études en France, où j'ai enseigné moi-même à l'université française pendant quelques années, comme vacataire et comme attaché temporaire à l'enseignement et la recherche. Donc j'enseigne en informatique, j'ai un doctorat d'optimisation informatique et d'optimisation de processus. Donc ça rentre dans la programmation des applications et des systèmes d'information qui est lié à l'intelligence artificielle. Donc quand je suis venu en Mauritanie, j'étais vacataire aussi dans les établissements d'enseignement supérieur et privé pendant 2 ou 3 ans pour être recruté officiellement en 2012, le 1er janvier 2012, comme étant maître de conférence à l'université, à l'enseignement supérieur mauritanien. Alors, la charge de travail permet
aux gens d'avoir des activités autres. Donc, il faut dire d'abord qu'avant de faire la politique proprement dite, partisane, j'ai commencé par être le président fondateur de l'Association des docteurs scientifiques mauritaniens, ce qui n'est pas un épisode négligeable de ma formation. Ça m'a beaucoup formé. J'ai rencontré les dirigeants du pays, le président de la République, les ministres, évidemment, d'enseignement supérieur, etc. Ça m'a donné encore une autre idée complémentaire de ce qui se passe dans le pays. Donc, j'ai pu voir l'administration, comment elle fonctionne, les dysfonctionnements. Ça vous a un peu façonné un peu Un petit peu, ça a joué dans le façonnage de mon parcours, surtout quand j'ai vu les problèmes de l'intérieur. Donc, j'ai pu fréquenter des ministres professionnellement, en parlant des problématiques de recrutement, d'amélioration de l'appareil éducatif, notamment de l'enseignement supérieur. Donc, ça nous a poussé à créer la mouvance politique qui veut réformer tout le pays, pas que l'enseignement supérieur. Donc, quand j'ai rencontré le président de la République et quelques ministres, donc j'ai vu à peu près comment les dirigeants de ce pays-là, quel est le déphasage entre ce qu'il faut faire et ce qui est en train de se faire. Donc ça nous a donné de passer. Donc pour faire les deux en même temps, c'est pas compliqué. Hein. Il faut juste organiser. J'enseigne toujours mes heures obligatoires par la loi. Et ça ne vous empêche pas en fait de vaquer à vos occupations politiques. C'est une passion politique et c'est une volonté de prendre part dans l'action politique. Ceci étant, ça n'entrave pas mon parcours professionnel. C'est vrai que pour la recherche scientifique, c'est pas évident, mais pour l'enseignement supérieur, pour faire sa charge de travail, c'est pas compliqué. Et aussi, je profite de cette question pour dire que je fais partie des enseignants universitaires qui ne font pas de propagande politique au sein de leurs étudiants. Avec les étudiants. Donc on fait la part des choses. Les heures qu'on passe à l'université, on ne fait pas des discours politiques, même s'il paraît que ce n'est pas interdit par la loi, mais on ne le fait pas pour des raisons de déontologie et ce n'est pas nécessaire. De toute façon, on a les réseaux sociaux, on a les médias, comme là, on a suffisamment d'espace. On a des canaux, adéquats pour ça. Donc ce n'est pas nécessaire d'en faire autant au niveau durant la charge de travail qui est très limitée de quelques heures par semaine. Super, en tout cas. Président, vous êtes diplômé d'une université française. Comment cette expérience à l'étranger influence-t-elle votre vision pour le pays et surtout pour votre parti? Alors, je suis diplômé, j'ai fait toutes mes études supérieures en France, après le baccalauréat. Je suis diplômé de plusieurs universités françaises, de 3 universités. La dernière chez qui j'ai eu le diplôme de doctorat, c'était l'université de Picardie-Jules Verne, et avant l'université de Metz, et avant encore, c'était l'académie de Champagne-Ardenne, c'était l'université de Reims, à Champagne-Ardenne, où ça m'a donné une expérience très intéressante. J'ai façonné ma personne, on va dire, d'académicien ou d'universitaire en France, mais ça ne m'a pas empêché, durant mon séjour en Europe de façon générale, de voir les autres pays européens, de regarder la Commission de Bruxelles, de voir le fonctionnement de l'Union européenne, de se projeter. On sait que ce n'est pas facile de faire le parallèle entre un pays tiers-monde qui a eu son indépendance depuis quelques dizaines d'années avec d'autres pays millénaires qui ont justement, dont le pays colonisateur lui-même, qui est la France. Mais on peut quand même se faire une idée, parce que c'est la Ve République en France, l'évolution constitutionnelle en France, la classe politique française et européenne notamment, tout en regardant Al Jazeera aussi, où on peut se faire une idée sur l'Afrique et regarder l'Afrique de l'Ouest également. J'étais très connecté avec la diaspora africaine. On a toujours né sur beaucoup d'élites africaines, beaucoup d'amis et camarades sénégalais, maliens. On se fait une idée aussi. Avec qui vous êtes tout le temps Avec qui on est tout le temps ensemble. En contact, à voir ensemble. Certains d'entre eux sont devenus très importants dans leur pays, ont occupé des postes très importants. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec son pays. Si on aime son pays, on veut y retourner, on se projette le pays où il y a ses parents. Donc, on ne peut pas ne pas imaginer comment on peut améliorer les choses parallèlement par rapport à cela. Donc, ça m'a permis de voir les discours politiques, de construire les partis politiques, de construire des noyaux humain, de ressources humaines. Parce qu'il y a aussi un secteur de ressources humaines qui m'a intéressé beaucoup depuis que je suis entré en Mauritanie, où je suis devenu DRH en parallèle, 2 ou 3 fois. Je suis devenu directeur de ressources humaines, donc c'est un secteur qui n'est pas mon métier initial, mais je l'ai appris sur le tas, et ça m'a permis de voir, en fait, finalement, le pays, c'est les hommes. Les hommes avec un grand H. Donc, en fait, un pays, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un palais, ce n'est pas une route seulement, une infrastructure physique, mais c'est surtout l'infrastructure humaine. Surtout, qui est très importante. Ouais. Donc, ce qui me fait aboutir à la nécessité de faire de la politique pour construire l'humain ou reconstruire l'humain. Parce qu'en fait, la Mauritanie, tous ces problèmes se rejoignent, convergent vers un problème de ressources humaines en réalité et de son emploi, de la gestion des ressources humaines publiques.
D'accord. Alors, enseigner l'intelligence artificielle et travailler aussi dans le secteur privé, est-ce que cela vous inspire des idées concrètes pour moderniser en tout cas la gouvernance et les services publics de notre pays? Tout à fait. En étant dans un poste d'intelligence, je suis maître de conférence en intelligence artificielle. Les gens entendent l'intelligence artificielle, ils pensent à quelque chose d'extraordinaire, mais en fait, c'est de l'informatique, c'est au moins écrire des programmes qui aident l'humain. Donc l'informatique, vous savez que le mot informatique, c'est une contraction entre deux mots, c'est-à-dire le traitement automatique de l'information. Traitement automatique de l'information. C'est une automatisation de l'exploitation de l'information, en réalité. Donc comment écrire des programmes, des algorithmes, des applications, des logiciels, des pro-logiciels, etc. Je ne vais pas aller trop, parce que je pense que le sujet n'est pas forcément focalisé sur le côté scientifique, on peut y aller si vous voulez, mais en tout cas, le parallèle ou l'extrapolation, c'est le fait de s'en inspirer pour le fonctionnement d'un État. Juste, Président, excusez-moi de vous couper un peu. En tout cas, un peu de mots, par exemple, pour un peu moderniser nos services publics. Voilà. Oui, alors j'en parle souvent avec mes étudiants. Il y a quelques années, il y a plusieurs de mes étudiants qui ont créé des applications qui rentrent directement dans le besoin public. Par exemple, une application, on peut tester la falsification ou non d'un médicament. Donc ça, j'ai travaillé ça avec mes étudiants. Ce qui est très important. Qui est très important. On code, on prend les QR. C'est bien avant les banques digitales. Ouais. Il y a quelques années, j'avais travaillé avec certains de mes étudiants qui sont spécialistes en télécom et en développement. D'ailleurs, la licence de développement informatique, c'est moi-même qui l'ai créée au sein de l'ISK avec mes collègues. Donc, où on a programmé des applications intéressantes pour aider un médecin à retrouver la liste de ses patients, l'historique du patient, aider le pharmacien à isoler les médicaments qui ne sont pas bons, qui n'ont pas été bons pour un patient, etc. Les bases de données et leur exploitation, ça c'est des choses qui rentrent dans l'intelligence artificielle, mais aussi les applications mobiles que vous voyez, qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui. Tout ça, c'est notre spécialité. Les applications bancaires que vous voyez qui facilitent les transactions bancaires. Les banquilles, les masseries, il y en a une multitude. Il y en a une multitude, je ne sais pas si vous avez le droit de les prononcer, les mots. En tout cas, oui, ce sont ces applications-là qui ont facilité grandement les transactions, qui ont fait gagner énormément de temps et d'argent aux uns et aux autres, avec tout le monde est gagnant dedans. Donc tout ça, c'est des applications basées sur l'intelligence artificielle. Comment c'est votre téléphone qui fait les transactions, qui paye vos factures d'électricité et d'eau, etc. Il est clair que des pays comme la Mauritanie, moi j'ai été il y a quelques années en voyage pour l'autorité de régulation et pour le gouvernement mauritanien en Corée du Sud, où j'ai rencontré Paul Kagame, par exemple, le président du Rwanda, que je juge une personne très intéressante. Dont le parcours on a eu à se saluer seulement, mais on était dans une seule commission. J'ai été frappé par sa volonté de venir lui-même représenter son pays. Il était le seul à être présent lui-même en tant que président dans une commission où j'ai été pour discuter de la digitalisation, le numérique de son pays. Parce qu'il a compris que des pays qui ont eu un historique de sous-développement, un problème de développement, enfin les contraintes de développement que nous connaissons, contraintes politiques, économiques, etc., même d'historique, ces pays-là peuvent en réalité faire un sursaut civilisationnel, si on peut l'appeler comme ça, en utilisant l'outil informatique, par exemple. Bon, ça fait des années, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on demande que la Mauritanie profite de ça, profite de ses ingénieurs. Ça ne demande pas la technologie de la bombe atomique, ça demande des ordinateurs et des informaticiens formés à Bac+3 ou Bac+5 pour créer des applications qui vont aider tous les pays. Dans mon projet politique, ça fait des années qu'on parle de la bancarisation électronique, avec les wallets vous pouvez retrouver nos discours. Maintenant, il y en a. On a demandé qu'il y ait un ministère chargé des nouvelles technologies proprement dites, notamment de la digitalisation. Il y en a maintenant. Donc, on demande encore de plus en plus qu'il y ait l'emploi, le fait de demander son emploi en ligne. On demande qu'il y ait une régulation des feux rouges, si vous voulez, même de façon numérisée. Que tout soit digitalisé. Quasiment tout. En tout cas, les pays comme la Mauritanie peuvent sursauter, peuvent brûler des étapes civilisationnelles et historiques en faisant des sursauts. Et il y a des efforts dans ce sens. Nous ne les nions pas, même en étant de l'opposition. Mais ça ne suffit pas. On peut même réguler les feux rouges pour qu'avec les photos satellites, on voit les voitures, la fréquence des voitures qui passent. Et là, vous avez tous les feux rouges de Nouakchott qui ont la même durée. Rouge et vert, ce qui peut être régulé en informatique. Carrément, c'est de l'intelligence artificielle, en tout cas. C'est la machine qui décide pour vous le meilleur choix pour vous. C'est la machine, c'est-à-dire l'ordinateur, les serveurs, qui va décider pour vous le meilleur pour vous. Et ça peut être extrapolé en politique, c'est-à-dire que si on régule le gouvernement, on fait qu'un gouvernement qui fonctionne de façon très harmonieuse, très efficace, à optimiser les outputs du travail gouvernemental également. Tout ça, ça peut se faire et c'est vérifié, ce n'est pas une théorie fantaisiste. D'accord.
Merci encore, Président. En tout cas, vous avez raison de le mentionner. Avec l'essor de la technologie, nous sommes dans un monde complètement digitalisé, où l'intelligence artificielle continue de prendre de l'ampleur. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, Président, nous allons un peu parler de votre parti Mauritanie en avant, qui vient tout juste, tout récemment, d'obtenir son récépissé. Qu'est-ce que cela représente pour vous concrètement et vos partisans? Alors, ça représente un soulagement, naturellement, un gain de cause, parce que c'est un droit que nous réclamons depuis des années. Nous avons été privés, spoliés de notre droit d'avoir un parti politique alors que nous étions, et nous le sommes toujours, un groupe de Mauritaniens tout à fait innocents et civilisés qui payons nos impôts, qui respectons les lois et que nous cherchons tout simplement à prendre part d'une façon légale dans l'échiquier politique. Nous avons des idées à mettre en place, à convaincre, à soumettre à l'électeur mauritanien. Nous avons été freinés, nous avons été spoliés, privés de ce droit-là pendant des années illégalement et nous l'avons obtenu le 18 août dernier. On a fait une nouvelle loi qui nous a permis, qui était très d'ailleurs difficile. Donc si je vous comprends bien, vous êtes soulagé, mais vous n'êtes pas euphorique, donc ça veut dire que non, on n'est pas euphorique, non, parce que nous considérons que c'est un droit dont on a été privé pendant longtemps, ça nous a fait perdre du temps, beaucoup d'années, et ça nous a fait privé d'élections, on aurait pu prendre part dans les pouvoirs, notamment le pouvoir parlementaire, législatif, et même briguer la présidence de la République, parce qu'il faut avoir des signatures, tout est lié en fait, pour candidater aux élections présidentielles et soumettre son projet global à toute la Mauritanie, il faut avoir un dossier d'une centaine de conseillers municipaux, dont 5 maires. Ça, nous ne l'avons pas obtenu la dernière fois parce que nous n'avions pas de parti politique depuis 7 ans, lequel aurait pu nous laisser candidater dans les mairies et dans les mairies de la nation, 238 mairies du pays pour avoir suffisamment. Donc nous avons été privés, nous n'avons pas eu... Vous avez le sentiment de privation, d'injustice. On a un peu freiné votre oui, il y a de l'amertume. Ceci étant, ça ne nous empêche pas de continuer à travailler. Nous sommes en train de monter le parti politique mauritanien en avant de force. Et nous sommes en train d'ouvrir les sièges du parti politique. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour arriver à construire un parti institutionnel. Nous pensons que la Mauritanie est à un point d'immaturité politique qui ne lui a même pas permis, dans cette démocratie militaire que nous vivons malheureusement aujourd'hui, une démocratie incomplète, tronquée, ça c'est clair, en tout cas c'est notre avis. On ne peut même pas avoir un parti politique digne de ce nom. Les partis politiques, c'est une structure, c'est une nébuleuse qui permet aux jeunes d'apprendre la politique, c'est une école en fait. La philosophie, ça permet avoir la capacité de former plusieurs gouvernements, de pouvoir briguer tous les postes électifs. Tout ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Vous avez un gros parti qui est gros physiquement, qui tourne autour d'un président, et à sa chute, il suit le suivant. L'opposition n'a même pas les moyens d'exister en termes partisans. Les partis politiques sont mal financés, sont mal structurés, sont mal organisés. En général, c'est des partis personnes ou des partis tribus, voire même malheureusement des fois sur base ethnique ou culturelle ou régionaliste. C'est des choses que vous choses graves. Donc notre défi aujourd'hui, c'est de faire du parti mauritanien en avant un parti mauritanien, point barre. Et un parti qui fonctionne, qui n'appartient pas à son président, qui n'a pas un seul président, et qui n'est pas un parti possédé par un groupe, détourné par une minorité. Nous cherchons vraiment à faire hériter aux Mauritaniens un vrai parti politique. Ça demande un énorme travail, ça demande l'adhésion de beaucoup de bonne foi, beaucoup de personnes de bonne foi, et nous y travaillons aujourd'hui. Surtout du travail acharné, donc. J'ai dit surtout du travail acharné. Du travail collectif, acharné, oui. Je vais revenir un peu sur le nom Mauritanie en avant. Ça suggère un renouveau, un projet de renouveau, autant pour moi. Quelles sont les premières réformes que vous proposez pour avancer? Nous avons travaillé depuis 2017 sur une sorte de noyau dur d'idées issues des travaux d'une quinzaine de commissions, commissions techniques des fois d'ailleurs, dans lesquelles c'est basé sur le travail d'un certain nombre d'individus et de personnes qui ne sont pas souvent politiques. C'est des gens qui connaissent les secteurs. Nous avons commencé par la justice. Nous pensons sincèrement, au niveau du parti mauritanien en avant, que rien ne peut fonctionner dans l'État après notre état des lieux. L'état des lieux que nous avons établi loin des micros et loin des projecteurs il y a 8 ans. Que rien, absolument rien, ne peut fonctionner en Mauritanie si la justice n'est pas forte et indépendante. Les deux conditions. Qui n'est pas suffisamment forte, qui n'a pas toutes ses prérogatives, les juges, les greffiers, les ressources humaines des tribunaux et des pouvoirs judiciaires tout simplement. Tant que le pouvoir judiciaire en Mauritanie n'est pas sur pied et n'est pas indépendant et fort, eh bien on n'aura rien. Toutes les réformes vont être noyautées. Et pour aller plus vite, nous avons une hiérarchisation
des réformes. Donc en allant de la justice, nous pensons qu'il faut tout de suite penser à la cohésion nationale. Tant qu'on ne sait pas c'est quoi le peuple, il est constitué de quoi, c'est quoi l'unité nationale, c'est quoi la cohésion nationale, c'est qui les Mauritaniens de demain et d'aujourd'hui. Ça, c'est notre deuxième thème. Le troisième pilier ou le troisième thème pour nous, c'est l'éducation. L'éducation, l'éducation, l'éducation. Il est au cours du projet, l'éducation. Pardon. Il est au cœur du projet. Il est au cœur du projet. Le cœur du projet, c'est la justice, l'unité nationale, l'éducation, l'enseignement qui fait partie de l'éducation à travers notre philosophie. Et ensuite, la santé. La santé, il y a la nutrition qui est dans la santé. Par la suite, nous descendons vers la bonne gouvernance, l'économie, la finance, le journalisme. Et nous descendons jusqu'à arriver au divertissement. Donc nous avons un projet complet pour diriger le pays. Non seulement pour avoir un député ou deux ou avoir quelques conseillers municipaux, mais pour diriger le pays. Nous sommes en train de le perfectionner au fur et à mesure avec les gens qui nous rejoignent tous les jours. Mais voilà notre projet. Nous avons quelques projets un petit peu, on va dire, ventilés, dont par exemple la restructuration du gouvernement. Nous avons une idée de restructurer l'appareil gouvernemental. Nous pensons que 28 ministères dont les prérogatives se chevauchent des fois, n'est pas intéressant pour le pays. Nous avons une idée fondamentale pour aussi restructurer la loi de finances en Mauritanie et les chapitres du budget mauritanien. D'accord. Ouais. Président, comment comptez-vous mobiliser un peu les citoyens et surtout rallier la jeunesse qui, a priori, a perdu confiance en la politique ? Comment comptez-vous en tout cas raviver cette flamme autour d'eux? Très bonne question. Nous avons essayé depuis 8 ans de le faire, mais on n'avait pas d'agrément politique. Beaucoup de Mauritaniennes et de Mauritaniens nous disaient « Oui, c'est bien votre discours, mais nous, on ne peut pas adhérer à un parti qui n'est pas reconnu. On ne sait pas trop ce qui se passe. On peut être motivé, on peut avoir l'engouement, l'enthousiasme d'y aller, mais le parti n'est pas encore reconnu. Maintenant qu'il est reconnu, on a une fougue énorme là maintenant. On a une vague de demandes d'adhésion. Nos cartes de partis politiques sont sorties. Et les gens commencent à adhérer. Tout récemment, depuis nous, on essaye toujours de faire les choses selon la loi. Malgré l'injustice que nous a infligée, nous avons quand même gardé les pieds sur terre et ne pas transgresser la procédure en cours. Et là, actuellement, on a commencé les adhésions, on va ouvrir des sièges. La jeunesse, elle ne demande que de voir une vraie lueur d'espoir. C'est qu'elle demande quelque chose de concret. La jeunesse, elle en a marre un petit peu, excusez le terme, de voir des chefs politiques, des dirigeants politiques qui voient changer de position à chaque fois, d'un extrême à un autre. Elle voit qu'il n'y a pas de clivage politique en Mauritanie. Et ça rejoint la réponse à la question que vous avez posée tout au début. À quoi vous a inspiré le fait de résider en France ou en Europe? Au moins, on a vu des pays qui ont un clivage politique. Carrément. La Mauritanie n'a pas de clivage. Ça ne clive pas. Il y a qui opposant qui devient majorité demain. Il n'y a pas d'extrême droite, il n'y a pas d'extrême gauche, il n'y a pas de centre stable. C'est pour ça que le citoyen mauritanien n'a pas confiance dans la classe politique. Parce qu'il voit que les partis, c'est des partis hommes. Donc un parti qui se dit parti démocrate, mais qui a un seul président depuis 40 ans ou depuis 30 ans. Elle voit une mouvance politique qui aspire au changement, mais son dirigeant, il est possédé par lui-même. Il a imbu de sa personne à l'infini. Elle voit une autre mouvance qui est dirigée par une tribu, une autre dirigée par une couleur. Donc ça, au final, le citoyen mauritanien, M. Lambda, il dit alors, vaut mieux ne pas voter. Ce qui fait qu'il y a 2 millions de Mauritaniens adultes qui ne votent pas dans les élections de 2020. Vous imaginez? Il y a des carences énormes dans les bureaux de vote. Voilà, on n'arrive même pas à 5 millions. Vous imaginez, on n'arrive pas à 5 millions d'habitants mauritaniens. 1 million de Mauritaniens presque. Entre 500 000 et 1 million habitent à l'étranger. Et on sait qu'on ne fait pas voter correctement les gens de l'étranger, pour des raisons connues. Parce que les gens de l'étranger sont indépendants financièrement des gens d'ici, donc on sait où ils vont voter. Carrément. En général, donc on évite de les faire voter. En tout cas, on ne le facilite pas. Ça, c'est clair. Et donc les 4 millions qui restent, il y en a 2 millions qui sont majoritairement, une majorité écrasante des jeunes. 1 million s'est inscrit sur les bureaux de vote. Je vous prends l'exemple de 2024. Ça rejoint votre question. Parce que pourquoi la jeunesse, bien sûr, pour vous montrer les désarrois et la démission collective de la jeunesse, la démission de la politique. 1 million, près d'1 million 900 et quelques mille se sont inscrits sur les listes électorales sans prendre la peine d'aller voter en 2024. Et un autre 1 million d'adultes, ce sont des statistiques basées sur les cartes d'identité, 1 million d'autres qui ne se sont même pas allés s'inscrire. Vous imaginez 2 millions, sachant que le président là, qui gagne au premier tour, que ce soit Razouani ou Aziz, passe avec la totale qu'ils ont, c'est même pas 600 000 voix. Vous imaginez que le quadruple ou le triple de ça existe et ne vote pas. Ouais. Vous imaginez s'ils votent cela, la moitié de ceux-là qui votent. Forcément, ça interpelle. Donc, ça interpelle. Et pour nous, ça nous dit, voilà, si vous arrivez à faire réveiller la moitié de ceux qui ne votent pas et qui votent pour vous, vous êtes gagnant au premier tour. Ça, c'est le chiffre qui parle. Ce n'est pas une ambition démesurée. Et ce n'est pas une fantaisie. C'est une réalité. Si la moitié des jeunes Mauritaniens qui ne votent jamais, jusqu'à aujourd'hui,
se réveille un jour, s'inscrit dans les bureaux de vote et vote massivement sur une couleur, cette couleur est gagnante. Tout à fait, exactement, carrément. Ça c'est sûr. Président, j'ai lu quelque part un article qui a été rédigé sur vous, où l'auteur vous décrit comme un personnage qui dérange au plus haut degré. Vous semez aussi la panique dans les rangs de vos adversaires. Vous les terrorisez un peu. Est-ce que vous l'assumez en fait? Alors je pense que ça pourrait être un petit peu exagéré, mais bon, il faut dire que ça rejoint ce que je disais il y a 2 minutes, lesquels les adversaires. Et le problème, c'est que nous avons reçu déjà des attaques plus, paradoxalement, de la part de ceux de l'opposition, ce qui confirme en partie ce qu'ils disent. Nous, on n'avait pas la prétention de dire ça. C'est quelqu'un qui a écrit cet article, je ne le connais pas. Toujours est-il qu'il est sur le web, l'article? Oui, je pense que je l'ai vu sur le web. Bon, c'est un article qui comporte effectivement un peu de jet des fleurs au début, mais avec un pic à la fin. Bon, je comprends, il joue sur deux, sur les mots. Il souffle le chaud et le froid, bon, je comprends, c'est un positionnement que je comprends. Ceci étant, pourquoi s'aimer la panique chez l'opposition d'abord? Je peux comprendre le pouvoir qui est en place, qui cherche à garder le pouvoir à tout prix. Mais l'opposition, on commence à tirer sur nous, c'est les tirs d'amis, entre guillemets, amis entre guillemets, je les mets volontairement entre guillemets maintenant, qui nous ont plus surpris en fait, mais auxquels on fait face tout de même, et on fera face davantage. Donc ça, c'est un message que j'adresse à ces adversaires, qu'ils sachent que nous ne sommes pas perturbés par ça. Ce qui nous intéresse, notre boussole, c'est la Mauritanie. Donc nous aimerions que la Mauritanie devienne un pays de droit. Donc ce que nous cherchons en réalité, notre mouvance, notre parti Mauritanie en avant est un parti qui cherche à faire l'état de droit en Mauritanie. Nous pensons que la seule solution de toutes les injustices cumulées, de toutes sortes, historiques ou actuelles, ne peuvent être résolues que dans un état de droit. Et l'état de droit, ce n'est pas une fable, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une utopie. L'état de droit, ce sont des textes qui sont appliqués par des hommes à plus de 90%, qui sont respectés les textes. Et ça, donc le problème, l'absence d'état de droit ne vient pas des textes mauritaniens. Le parti mauritanien en avant a fait le tri, passé au peigne fin pendant des mois, si ce n'est des années, sur l'arsenal juridique et réglementaire de la Mauritanie. On a vu qu'il était impeccable, presque parfait. Le problème, c'est un problème humain. Ça nous ramène au problème de ressources humaines dont je vous ai parlé, qui est les indicateurs de ressources humaines publiques, sur quoi on nomme un ministre de justice, sur quoi on fait en forme de gouvernement, par qui on nomme telle personne, par qui on fait l'avancement administratif, etc. Donc oui, cet article-là, je ne vais pas m'éterniser sur ça, mais l'article dont vous parlez, c'est un article qui a joué sur des clashs médiatiques qui ont été créés exprès. C'est des attaques des personnes qui ont choisi de nous attaquer gratuitement, surtout quand la partie a été reconnue. Donc leurs motivations sont très claires pour nous. Ça va passer. C'est très saisonnier et ça ne mérite même pas le détour. D'accord. En tout cas, on a compris votre point, Président. Force restera à la loi. Maintenant, si vous permettez, en tout cas, on va parler du dialogue national qui a été initié par le Président de la République, M. Mohamed Boucher Al-Ghazouani, lors d'un iftar. C'était au mois de Ramadan. La coordination du dialogue a été confiée au doyen Moussa Fall. Depuis que cette tâche lui a été assignée, il a rencontré beaucoup de leaders politiques, des membres de la société civile, des hommes politiques. Est-ce que vous avez eu en tout cas un contact direct avec le coordinateur? Oui, tout à fait. Quelqu'un de l'entourage, quelqu'un des assistants ou d'entourage de Moussa Fall, M. Moussa Fall, nous a contactés dès le début de sa mission. Effectivement, à la fin de Ramadan, le président Mohamed Al-Ghazouani a chargé Moussa Fall en public dans un discours de commencer à coordonner le début d'un dialogue politique. Et aussitôt, quelques jours après, quelqu'un de son staff nous a contactés. On n'a pas demandé d'audience, mais nous a contactés pour nous dire de nous inviter à venir. Donc le parti allait être reconnu. Il était sur le parrainage ce temps-là. Notre parti mauritanien avant, mais il était bien connu avant. Carrément, oui. Donc nous sommes venus. Nous sommes venus de bonne foi. On a ramené la réponse. Enfin, on s'est entretenu avec Moussa Fall, un entretien qui est positif. Donc il nous a expliqué davantage le dialogue, ses visées, etc. Et il nous a chargé de répondre à 4 ou à 5 questions sur les thématiques sur la préparation du dialogue. Quelques jours après, malgré qu'on était hyper occupés par le dossier du parti mauritanien avant, qui était dans les agréments, dans les parrainages. Dans la constitution du dossier en tout cas. Et malgré ça, on a pris quand même le temps de nous réunir, de sortir nos idées, parce qu'en fait, ce n'était pas très difficile pour nous. On a déjà tenté de participer à 2 dialogues avant. On a même participé à un dialogue de l'époque d'Aziz. Bien avant l'officialisation? Bien avant, nous ça fait 8 ans qu'on attend. Et à chaque fois, quand on a l'occasion, on n'attendait pas l'agrément du parti. On avait le droit déjà d'avoir des idées.
Toujours est-il que vous assistiez comme Oui, on assistait, on nous invitait même comme un parti en voie d'agrément. Et donc, on a un petit peu nettoyé ces idées-là, on les a mis à jour, on les a ramenées à Moussa Fall. Donc, on est revenu le voir, on lui a remis un document qui contient notre vision de ce qui pourrait être un dialogue fructueux pour la Mauritanie. Ceci étant, nous le regardons avec vigilance. Et nous ne sommes pas emballés, ce n'est pas l'euphorie, comme vous dites, non plus. On attend, parce qu'on a été mordu avant, comme on dit, celui qui a été mordu par un... Il y a le proverbe hassanophone qui dit celui qui a été mordu par un serpent aura peur des cordes. Carrément. Donc nous, on a toujours peur des cordes. Parce qu'il y a des cordes, des fois, qui sont des cordes de pendaison, et ce n'est pas des cordes de salvateur. Donc voilà, nous attendons avec bonne foi s'il y a un dialogue, et s'il n'y en a pas, c'est l'habitude. En tout cas, nous, face au peuple mauritanien, on ne fait pas de chaises vides. On ne fait pas la politique du fauteuil vide. Donc, on a répondu à Moussa Fall, on n'a pas eu de retour depuis. Nous travaillons en parallèle. Vous lui avez soumis des propositions? Oui, des propositions. Après, il a renvoyé une sorte de consolidé, mais il ne l'a pas envoyé directement. Il a balancé sur WhatsApp ou sur la scène publique, on l'a vu. Donc, on ne lui a rien demandé. On a continué à travailler avec les partis politiques d'opposition pour ceux qui veulent travailler avec nous. On a travaillé avec eux et on est sorti dernièrement, ces jours-ci, avec un consolidé autre qui va être remis d'ici quelques jours à Moussa Fall, auquel on a pris part, il y a nos idées dedans. Et voilà, si le pouvoir veut toujours faire le dialogue, on est partant. S'il ne veut pas, c'est l'habitude. S'il veut continuer vers l'inconnu et vers ce qu'on ne sait pas ce que c'est pour la Mauritanie, ça sera sa responsabilité. S'il veut faire un dialogue, si Razouani, dans son dernier mandat, veut conclure par quelque chose de positif, une réforme historique, un changement radical et profond dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie des Mauritaniens et d'améliorer le côté institutionnel de la gouvernance en Mauritanie, surtout, de faire la lumière de ces zones d'ombre, nous, on est partant. S'il ne veut pas, nous attendrons le suivant. D'accord. Vous êtes d'habitude très, très critique envers la gouvernance actuelle. Quelles sont, selon vous, les urgences à corriger en priorité? À mon avis, la Mauritanie est délabrée à 100%, totalement. Tout est délabré, rien ne fonctionne, l'économie ne fonctionne. Mais ce n'est pas un discours négationniste qui veut dire que tout ne marche pas. Mais la réalité est telle. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut être honnête et pragmatique dans ce qu'on dit. On connaît pas, peut-être que ce n'est pas la même chose. Peut-être que l'agriculture, ses dysfonctionnements sont moindres que les dysfonctionnements de finances. Mais globalement, la Mauritanie ne fonctionne pas. Il y a une gouvernance militaire, il y a des généraux militaires. Ça, c'est des choses que certains appellent de la franchise naïve, qu'on dit, mais moi, je pense que ce n'est pas une démocratie correcte, c'est une théorie démocratique qui n'est pas appliquée correctement. On vient de parler longuement des problèmes des partis politiques. Quand on se dit démocrate et qu'on ne légalise pas les partis politiques de façon souple, comme au Sénégal où il y a 400 partis politiques, comme en Tunisie où on arrive à 1000 partis politiques, ça ne veut pas dire que c'est bon d'avoir beaucoup de partis politiques, mais ça veut dire que c'est une bouffée d'oxygène pour les pays qui étaient opprimés. Oui, c'est normal, c'est une phase par laquelle passent les pays, passe la diaspora politique. Mais après, ça va se calmer. Donc quand on a peur de légaliser des partis politiques, quand on forme des gouvernements sur de base ethnique, on vient de faire un remaniement ministériel où on a sorti un ministre de la même tribu, son cousin proche, on l'a remis à sa place. Carrément, ouais. On a remercié. Il y a 8 ministres qui sont les fils de 8 ministres. Et il y a une ministre un ministre d'une frange sociale ou d'une ethnie qui a sorti un autre qui est venu à sa place. Donc quand on voit que le souci de ceux qui gouvernent, c'est d'avoir la légitimité tribaliste. Là, on parle de communautarisme. On parle de communautarisme encouragé. Alors qu'on parle ailleurs, la théorie, c'est dans la Constitution et dans les lois. La Constitution et les lois mauritaniennes ne parlent pas des couleurs, ne parlent pas des tribus ni d'ethnies. Mais ce qu'on fait est loin de ça. Donc pour vous dire que les problèmes de la Mauritanie, c'est un problème d'humain, de gestion de ressources humaines. Lorsqu'un ministre qui est spécialiste dans les études maritimes est remplacé par un autre qui était ministre de la pêche sur l'éducation islamique, il y a des problèmes là. Il y a des vrais problèmes de ressources humaines. Carrément. Il y a des ministres, une ministre qui était comptable, elle devient ministre. Peut-être qu'elle est capable, elle est peut-être très bien pour son poste. Peut-être qu'elle le mérite très bien, mais ça on ne sait pas. De passer comptable à ministre, de passer chef service à ministre, il y a un problème de parcours, il y a un problème de fiche de poste. Donc tous les problèmes de la Mauritanie viennent d'un problème de gouvernance. Et tous les problèmes de gouvernance, nous au niveau du Parti mauritanien, on a ce qu'on appelle l'arbre de causalité. Ou on peut théoriser sur ça, l'arborescence de causalité. Vous prenez n'importe quel problème en Mauritanie, que ce soit le problème de gestion de poubelles et d'assainissement, vous l'analysez dans l'arbre de causalité, vous allez remonter jusqu'au président de la République.
Vous prenez le problème de la nourriture périmée, vous analysez le problème, vous allez passer par le ministère chargé de tourisme et du commerce, vous allez passer en fait par qui a nommé ce ministre-là. Vous allez trouver que c'est le président qui l'a nommé parce que c'est la fille de l'autre, parce que c'est l'ami de l'autre, parce que c'est l'héritière de l'autre. Donc vous remontez absolument tous les problèmes et vous allez voir que ces problèmes qui sont liés à la gouvernance et qui remontent directement au chef de l'État. Donc la Mauritanie, c'est un pays qui est en pourriture, en déconfiture politique, et c'est comme un poisson qui ne se pourrit que de sa tête. Alors pour rebondir sur le dialogue national, certains sont en train de dire que le dialogue en fait manque de transparence. Partagez-vous ce sentiment? Le dialogue manque de transparence, il y a un agenda flou. Donc des fois on nous dit que c'est dans 3 semaines ça va commencer, et au bout de 3 semaines on nous dit que c'est dans 3 semaines encore. Des irrégularités. Donc il y a des irrégularités, il y a un flou clair, il y a une communication ambiguë des fois. On garde un peu d'espoir, mais on est très prudent. C'est pour ça que je vous ai dit il y a quelques minutes que nous sommes extrêmement vigilants. Nous gardons espoir, mais extrêmement vigilants. Et on est prêt à chaque fois pour que ça capote. Donc on est prêt au fiasco, parce qu'on en a eu plusieurs, donc on est habitué. Ceci étant, on est obligé de garder l'espoir, parce qu'on ne sait jamais. Il se peut que l'intérêt d'un dialogue constructif pour la Mauritanie coïncide un petit peu avec l'intérêt d'un président sortant ou d'un régime qui est en fin de... D'ailleurs, Président, je voulais un peu... Pensez-vous que vos positions radicales sur le long terme risquent de vous isoler dans ce dialogue national? Je ne suis pas d'accord avec le fait de qualifier mes positions de radicales. C'est pas parce que le pays est délabré à 100%, son éducation ne fonctionne pas, qu'il n'a pas d'infrastructure et que le gouvernement est dirigé par un militaire depuis des dizaines d'années. Que moi, ma position est... Moi, je suis partisan. Moi et mes amis du Parti Mauritanien en avant, nous sommes partisans du fait d'appeler les choses par leur nom. C'est pas parce qu'on les appelle de façon floue qu'on est modéré. C'est le franc-parler, donc. Nous croyons au franc-parler politique. Et nous nous sommes jurés de ne plus faire de complaisance ou d'ambiguïté en ce qui concerne les affaires publiques depuis quelques années. Nous avons compris que le fait de masquer les réalités du pays, le fait de qualifier des choses, le fait de caresser dans le sens du poil, est une forme de trahison pour le peuple et pour sa nation. Nous pensons que la Mauritanie arrive à un stade tel qu'il faut appeler les choses par leur nom. La classe politique, il faut l'appeler par son nom. Le gouvernement, il faut l'appeler, le président, il faut l'appeler par son nom. Bien sûr, on n'est pas dans l'insolence, ni dans l'insulte, nous ne croyons pas. Ça, ce n'est pas constructif, ce n'est pas intéressant. Mais le fait de dire que le Parlement est plein d'applaudisseurs, députés qui sont là pour faire voter tout ce qui passe, ce qui est vrai, lorsqu'on appelait le gouvernement actuel comme une chambre d'enregistrement, c'est une réalité. Est-ce qu'il y a une seule loi qui a été envoyée par le gouvernement, qui a été rejetée par le gouvernement? Non. Donc c'est une chambre d'enregistrement. Donc on nous reproche de en parler, mais on appelle les choses par leur nom. On n'est pas des radicaux, pour répondre à vos questions, ça nous isole pas, parce que ça augmente nos partisans. D'accord. Comment vous trouvez un peu la constitution mauritanienne? Elle est pas mal, il faut la respecter seulement. Elle est pas mal, peut être retouchée un petit peu. Les modifications qu'Aziz avait fait avec 2 traits rouges et un hymne national qui a changé, ce n'était pas une priorité. Je crois savoir que voilà, vous êtes... C'était pas très nécessaire, mais la constitution actuelle ne demande que d'être appliquée. Le problème, c'est que cette constitution est violée indirectement. La constitution, elle fait référence à des lois qui ne sont pas respectées. Tout est lié, le corpus, l'arsenal juridique et réglementaire, il est constitutionnel d'abord. La constitution, c'est une loi, c'est la première loi. C'est la mère ou le père des lois. Donc, si ces lois auxquelles on fait référence dans les articles de la Constitution ne sont pas faites, donc c'est qu'il y a des principes constitutionnels qui sont violés. Carrément. Comme par exemple le pluralisme politique. Il y avait pas on n'agrémentait pas des lois politiques, on ne légalisait pas les partis politiques. Et pourtant, la Constitution, elle parle d'une démocratie pluraliste, partisane, quoi, qu'on peut avoir plusieurs partis. Donc voilà, la Constitution, elle n'est pas respectée. On en est là. Une dernière question pour moi, Président, avant un peu de... Parce que le temps nous rattrape un peu, voilà. Je voulais un peu vous poser la question sur les langues en Mauritanie qui souvent alimentent les débats. Ouais. D'ailleurs, même récemment, on a entendu l'ex-premier ministre des Finances, Ahmed Ouloubou, qui est un bilingue, qui a demandé à ce que les documents et les communiqués du gouvernement soient désormais uniquement en arabe. Une déclaration qui a surpris pas mal d'observateurs. D'ailleurs, même moi, en tant que journaliste, je ne vois pas la pertinence de cette déclaration. C'est-à-dire qu'il faut faire les documents en arabe. En arabe, ouais. Donc vous faites abstraction de ce que dit la Constitution, que la langue officielle du pays est l'arabe. Donc, est-ce qu'il y a un peu... En fait, les gens, ils sont soit sont dans le sentimental, soit ils sont dans le communautariste, et soit ils ne sont pas dans la réalité. S'il y a une Constitution qui est votée,
et qui dit qu'il y a une langue officielle, c'est l'arabe ou le français ou le soninké ou le poula ou le wolof, il faut faire que ce soit... Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les autres. C'est inadmissible d'exclure une langue. Mais est-ce que derrière, justement, il y a cette volonté de marginaliser un peu... Le problème, c'est que l'output de l'appareil éducatif n'a pas donné aux Mauritaniens toute la possibilité de comprendre l'arabe, ni le français d'ailleurs. Des fois, on a fait des exclusions francophiles. Il y a des concours où si vous êtes arabisant à 100%, vous ne gagnez rien du tout. Et vous n'êtes pas recruté. Beaucoup de gens pensent le contraire. Ils disent non, l'arabisation de l'administration, c'est pour exclure les Soninké, les Pola, les Wolof. Et d'autres Mauritaniens, il y a même des Hassanophones qui ne parlent même pas arabe, qui préfèrent le français. Donc ce n'est pas un truc de couleur. Hein. Ça c'est faux, ça. C'est pour exclure. C'est vrai, ça exclut. Parce que justement, on a un problème. Je pense qu'il faut gérer ça. Il faut laisser les Mauritaniens parler la langue qu'ils veulent déjà. Pour commencer, il faut laisser à tout le monde la liberté de parler Soninké, Wolof, Polar et Hassanophone. Le Hassaniya, c'est un dialecte aussi qui est parlé. Certains même sont allés jusqu'à dire que c'est un peu pour faire les yeux doux au président de la République qu'il a lâché une telle... Le président de la République, quand il était ministre de la Défense, avait fait la même chose au niveau de l'état-major militaire. Bon, ça, à mon avis, ce n'est pas quelque chose qui doit inquiéter beaucoup. Monsieur Nourdine Mohamedou, président du parti Mauritanie en avant, nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer? Mon dernier message à faire passer aux Mauritaniens, c'est de faire régner l'état de droit au plus tôt. Et ça ne marchera pas tant qu'il y a 2 millions de Mauritaniens qui ne votent pas. Si vous voulez faire barrage aux forces maléfiques, prendre le pouvoir en 2029 ou avant, il faut se réunir, il faut être de bonne foi, il faut se mettre en rang, comme les gens ont fait au Sénégal ou ailleurs dans d'autres pays. Ils ont accepté leurs différences, ils ont accepté leurs divergences, et ils se sont réunis pour l'état de droit, pour un truc qui est juste pour eux tous. Et ça, c'est l'état de droit en Mauritanie. Il n'y a aucune autre solution envisageable à part l'état de droit, et ça ne peut s'apporter que par les urnes. En tout cas, Président, votre message est passé. Merci d'être passé nous voir à El Mourabitoun. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Samba, c'est ça? Majid. Majid.